est-ce que vous allez? Il faut prendre un ticket là, c'est pour quel film? Mais non, je plaisante. Nous sommes au cinéma Le Rio à Falsbourg. Ici, il n'y a qu'une seule salle. Rien à voir avec les multiplex d'aujourd'hui. Mais je peux vous assurer que ce genre de magnifique salle vintage a encore de beaux jours devant elle. Ce mois-ci, la Bougeotte s'installe en Moselle, à Falsbourg, dans un établissement qui a retrouvé sa jeunesse d'antan après être resté plus de 40 ans dans l'oubli, le cinéma Rio. Dans Réveille ton art, nous partirons à Troyes afin de nous initier à un art urbain, le graffiti, avec Rise Up. Dans J'aime mieux l'art, les enfants vont vous surprendre avec l'histoire alsacienne des nains de la gorge au loup. Et pour finir, place au duo strasbourgeois Akibat pour un live intimiste et onirique. Mais avant de parler de cinéma, suivons notre équipe qui s'est rendue en Meuse à la rencontre d'un personnage au caractère bien tranché. C'est la rubrique L'envers du décor. Je me présente, moi je m'appelle Léo Capuccio, ça fait 10 ans que je suis tailleur de pierre. Et là le lieu où on est, c'est mon atelier, donc c'est la grange de la maison dans laquelle on est en location actuellement. La pierre, c'est devenu c'est vraiment le hasard, quoi. Ce qui m'a plu dans la taille de pierre, c'est le tracé, quoi. Voilà. Le tracé, lui, il permet de mettre les choses et de ne pas faire d'erreur sur une façade ou n'importe quel élément en taille de pierre. C'est plusieurs petits éléments qui vont être mis les uns avec les autres. Donc si le tracé n'est pas respecté à la taille, c'est des choses que sur un chantier, on pourra pas assembler deux pierres l'une avec l'autre. Elles ne coïncideront pas. Cette pièce, elle va dans un courant de trois œuvres. Donc avant, j'ai fait des anneaux de Moebius. Donc, au lieu d'être sur un anneau simple, on est sur une sphère sur laquelle il va y avoir 5 bras. Et ces 5 bras, donc il y a 2 faces, et ces 2 faces-là sur les 5 bras, donc ça fait 10 faces, n'en font qu'une seule. Sur un volume déjà qui, géométriquement, qui n'a pas de patron. Un cube, on le déplie, ça fait 6 carrés. Une sphère, on la déplie, ça ne fait pas un volume plat. C'est impossible d'avoir ce volume à plat. Donc déjà, il y a cette complexité. On parle de l'infini comme quelque chose d'indéfinissable, et puis ce mathématicien, Moebius, il a créé ce ruban, et simplement par une géométrie qui est relativement simple, on crée quelque chose d'infini. Donc c'est rigolo, quoi. Le volume, il se construit déjà là-dedans, dans tous ces petits croquis, pour créer la fameuse pièce. La plupart des anneaux que j'ai faits, j'étais sur un anneau simple, une couronne. Faut s'imaginer un donut. Et dans ce donut, je vais faire tourner un volume pour créer l'infini. Alors le tracé, une fois que tout est établi, c'est au moins une centaine d'heures de table à dessin, à peu près. Entre 80 et 100 heures, ça dépend de la complexité du tracé. Globalement, ça sert à rien, ça c'est fantôme, ça c'est le vrai. Tout ce qui va me servir à la taille, c'est ici. Tout ça, c'est pour faire un joli dessin. Ça sert à rien. Par contre, ça là, ces 2 bandes qui paraissent rien, c'est avec ça que je vais tailler. Alors la journée type, j'arrive à l'atelier à 7h30, 8h. Alors le premier réflexe, c'est lumière, compresseur. Et après, c'est bouchon, masque à poussière, casque anti-bruit, et c'est parti. Celle-ci, quand je suis allé à la carrière, elle faisait 1,4 tonne. Et là, la pièce finale va faire 150 kg. Alors, les outils que j'utilise pour tout ce qui est enlèvement de grosses quantités de matière, là, c'est disqueuse. Donc là, on enlève des morceaux qui peuvent aller jusqu'à 10-15 kg. Et plus on va avancer dans la pièce finie, plus on va utiliser des outils fins. Et on enlèvera des éléments de plus en plus petits. Le temps de taille pour une œuvre comme celle-ci, c'est entre 300 et 400 heures. Donc ça fait 2 mois et demi de boulot à temps plein. L'avenir du tailleur de pierre, on va dire sur de l'œuvre sculpturale comme ça, on aura toujours, j'espère, moyen de s'exprimer comme je le fais moi, parce que moi c'est ce que j'aime, tailler à la main. Après la taille de pierre pour le bâtiment, le métier est en train de changer, il y a beaucoup de numérisation qui se mettent au point. Le problème de la machine, c'est qu'elle va beaucoup trop loin, c'est qu'elle ne soulage plus l'homme, elle lui vole tout. Moins de gens se rendent compte, c'est qu'on perd un savoir-faire. Mais si on travaillait intelligemment avec cette machine et qu'elle ne prenait en définitive que ce qui est pénible pour l'homme, ce serait super de travailler avec cet outil. Mais le problème, c'est que cet outil prend tout, absolument tout. C'est pas un métier facile, on est dehors tout le temps, il fait froid, il y a la pluie. Mais à côté de ça,
on crée des choses, quoi. Il y a des plus et des moins, et malgré tous ces moins, moi j'y vais tous les jours. Bien qu'entièrement rénové, je suis certain que ce bâtiment grouille de fantômes. Il y a des esprits ici, c'est sûr. Le problème, c'est que c'est impossible de savoir s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Bon, j'ai l'impression que ce matériel est complètement défectueux. Le mieux, c'est encore d'en parler à David, le président de l'association Scénario, qui gère ce lieu atypique. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Je suis content de te voir en chair et en os parce que pour le reste dans ce bâtiment, il y a l'air d'y avoir plein de fantômes. Oui, c'est un vieux cinéma qui date de 1959 et qui était en activité jusqu'en 1975, le Rio. Et avant d'être un cinéma, c'était une salle de bal d'un vieux café qui s'appelait le Café Lobo à Falzbourg. Ensuite, ça a été racheté par Monsieur Ambos qui a créé le cinéma en y incluant un balcon au-dessus avec des vieux sièges. Et il est resté fermé pendant plus de 42 ans. Et ça a été racheté il y a plus de 4 ans par Philippe et Doris Olsinger, qui sont des entrepreneurs locaux. Philippe, qui était un vrai passionné de cinéma, qui a appris un jour qu'il était atteint d'un cancer. Et en sortant à Falzbourg, il est passé à côté de ce vieux bâtiment et il a vu que c'était marqué à vendre. Il s'est dit, c'est un signe du destin. Et voilà, ça va me faire un projet de vie, passion pour me changer les idées. Il a appelé sa femme en disant, j'ai une idée, on va créer tout un ensemble culturel, refaire vivre ce cinéma d'une façon différente. Et en une semaine, l'affaire a été conclue et c'était parti. Et c'est ce qui explique le côté humain dans le lieu aujourd'hui. Oui. On a créé une association pour faire revivre cet endroit. C'était vraiment la volonté de Philippe. On fait des projections thématiques tous les mois. L'idée, c'était de faire redécouvrir cet endroit où les gens ne connaissent pas forcément parce que c'est vrai que c'est un petit peu excentré. On passe devant, on ne pourrait pas penser qu'il y a un cinéma. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur, là, tout d'un coup, il y a une âme qui se dégage. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que les gens arrivent, on les accueille d'une façon différente dans un cinéma normal. Ils viennent, ils s'installent, on leur propose soit le balcon, soit en bas, un petit verre, posé, et là, la musique. On les met dans une ambiance vraiment décontractée. Et avant de commencer le film, on fait une présentation. On raconte des anecdotes, des histoires autour du réalisateur, etc. Et puis après, on lance la projection. L'idée, c'est au maximum de faire redécouvrir cet endroit qui a une âme différente et où on sent vraiment qu'il y a quelque chose autour du cinéma, quoi. Oui, c'est chouette, à l'âge de la 3D dans les multiplex. C'est ça. Vous réinventez la 3D humaine. Les avants, les petites infos sur les réalisateurs. C'est ça. L'idée, c'est que dans ce lieu-là, même si c'est un vieux cinéma et qui est resté complètement dans le côté vintage, on essaye aussi de faire vivre des expériences aux gens. C'est-à-dire qu'on fait des soirées avec des films en immersion. On a fait Le Père Noël est une ordure, on a fait Les Bronzés, où les gens on leur disait vous venez déguisés. On veut vraiment amener le cinéma complètement différemment, c'est-à-dire dans la programmation, dans le lieu et dans ce qu'on peut proposer. Nous aussi, à la Bougeotte, on est bien vintage, on est resté bloqué sur le magnétoscope. Tu aurais pu m'appeler pour refaire la déco parce que j'ai appris à Troyes avec un graffeur qui s'appelle Rise Up à faire de la peinture de manière assez vandale. Donc comme je vois que tu es spécialiste du cinéma, si tu veux bien lancer la cassette dans le magnétoscope. Je lance comme ça. Ouais. À vous qui pensez que les bombes servent uniquement à semer la terreur et la mort, détrompez-vous, je vais vous montrer que certaines d'entre elles peuvent donner de la couleur et de la vie aux vieux murs que l'on a abandonnés. Armé de ma capuche, de mes sneakers et de mes bombes aérosols, c'est dans la ville de Troyes que je pars à la rencontre d'un artiste urbain qui va m'initier à l'art du graffiti. Mais avant d'imposer mon style, discutons un peu de cette pratique qui a déjà beaucoup évolué au cours de l'histoire. Rise Up, on est dans ton atelier et tu souhaites garder l'anonymat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je souhaite garder l'anonymat parce que je préfère être connu par mon travail, parce que je fais mes peintures, plus que par moi qui je suis visuellement ou psychologiquement. Rise Up, ça veut dire soulève-toi, élève-toi, grandis. C'est un peu ma philosophie de vie et ce que j'essaie de transmettre aux gens que je rencontre. Donc Rise Up, l'idée est de s'élever. L'art du graffiti est un art qui porte un message en soi. Rien que dans la démarche, avant même de commencer à peindre, il y a quelque chose de revendicatif. Pour moi, si tu veux, il y a le graffiti hip-hop vraiment à l'origine graffiti. Après, il y a le street art, tout ce qui va se passer en mosaïque, collage, etc. Ouais. Le graffiti a son propre mouvement hip-hop, peinture, tag, lettres, où il y a cette culture de le poser le plus de fois son blaze, de marquer son histoire, marquer son époque.
Et après, il y a le côté street art, donc plus revendicateur, peut-être plus esthétique aussi des fois. Et nous aujourd'hui, je suis venu pour que tu m'apprennes des choses. Est-ce qu'on va plutôt faire des tableaux, des choses qui vont terminer en galerie, ou est-ce qu'on va faire du tag dans la rue? Déjà, on va te trouver un pseudo, un blaze, et ensuite je vais t'apprendre à monter un graphe classique et utiliser la bombe de peinture. Bon, je ne suis pas totalement rassuré à l'idée de taguer 3. J'espère que Rise Up sait ce qu'il fait. Quelques bombes, des capuches et une bonne vieille usine abandonnée, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis. Ok, la main est protégée. Le masque, c'est ok. On commence par quoi? Là, on va tracer le croquis. Donc on secoue toujours bien la bombe avant pour bien mélanger la peinture. Donc le truc, c'est de trouver la bonne distance avec le mur pour faire des beaux tracés. Ok. Ok. Droit? Ou on s'en fout? Droit, le mieux c'est de garder la bombe droite, sinon ça va donner un autre effet en fait à la bombe de peinture. Ok. On commence par tracer le croquis, on va faire ensuite le fond, tout ce qui va venir derrière la lettre, pour ensuite peindre l'intérieur des lettres et retracer proprement le graphe. Donc par exemple, ça pourrait être des petites vaguelettes comme ça. Les colorier en restant à la même distance avec le mur pour faire des beaux aplats en fait. Tu vois, on va colorier tout le bas des lettres, donc je t'invite à les retracer Et à remplir. et à remplir. Ça va. C'est vraiment pas compliqué. Ça me rappelle quand je coloriais Babar dans mes cahiers d'écolier. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du graffiti? Est-ce que c'est ton métier? Alors moi, c'est mon métier parce que j'ai choisi que ce soit mon métier. Certains graffeurs ne veulent pas du tout vendre et c'est honorable aussi. Ils préfèrent garder le graffiti en termes de passion et pour avoir une liberté complète aussi parce que d'en vivre, c'est forcément avoir des contraintes aussi par rapport à ce qu'on fait. Et, donc moi, j'essaye de revendiquer mon style graphique, ce que je recherche aussi depuis des années. Après, il y a un côté toile, du coup, exposition, tableau. Le côté initiation avec des enfants en situation de handicap, dans des foyers d'hébergement ou dans les écoles, tout simplement. Et il y a un côté live painting, customisation aussi. Yes. Merde. Eh ben, c'est pas si difficile. Mais comment ça se tient, ça, déjà? Je le tente là. Ah! Oh! Et voilà, même dans le graffiti, les profs, ils corrigent en rouge. Moi qui craignais d'avoir des problèmes, ça commence à bien me plaire de faire du graffiti vandale. Oh, t'as fait ton premier abécédaire, maintenant t'as plus qu'à poser ton blaze. Ah je vais mettre mon nom, hein. Allez. N I C Après Batman à Gotham, L. il y aura Nicolas à 3. Ouais, non, attends. Les Dents de la Mer, 1975. C'est aussi la date de fermeture du cinéma Le Rio à Falsbourg. Pour savoir quel film était projeté pendant sa période d'activité de 1959 à 1975, nous allons demander son avis à Jean-François P, qui est professeur de cinéma à l'université. Ah, Jean-François, tu es déjà arrivé. Tu veux un petit peu de popcorn? Non, je te remercie. Alors, le Rio, le cinéma de Falsbourg, ouvre en 1959. Dans quel état est le cinéma cette année-là? Dans les années 60, c'est probablement la révolution la plus radicale du cinéma mondial. C'est la fin du cinéma classique et c'est le début d'un autre cinéma qui, au départ, est un art forain, devient vraiment une industrie avec des studios, avec des procédures et des habitudes de fabrication. Et il y a plein de révolutions. Il y a une révolution esthétique, il y a une révolution technique. Il y a le cinéma qui s'allège. Tout à coup, on peut sortir dans la rue avec des caméras légères, on peut faire du son synchrone. Et tout ça fait que c'est vraiment un moment de bascule où le cinéma devient autre chose que ce qu'il était. Et ça s'incarne dans quel film, concrètement? Quelle pouvait être la programmation ici au Rio? Ça s'incarne dans les films de la Nouvelle Vague. Donc 58, 59, c'est les premiers films de Truffaut, c'est Les 400 coups, c'est À bout de souffle de Godard, c'est tous les films de Rivette, de Chabrol, de Romer, voilà, qui commencent. Ça a amené cette espèce de vent de liberté qui fait que le cinéma est devenu très très différent assez rapidement dans les années 60 et 70. On a cassé les codes, on a cassé les limites dans lesquelles se faisait l'essentiel du cinéma. Et ça coïncide avec un autre phénomène
phénomène qui est que dans les années 40 aux États-Unis, dans les années 50 en France, se développe la télévision. Elle s'installe vraiment dans les foyers de manière très importante dans les années 60 et de fait concurrence le spectacle cinématographique. Tout le monde perd ses repères, y compris les distributeurs, les exploitants, etc., les structures de production. Et en fait, on tente des coups, on essaye des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Les années 60, c'est aussi l'explosion des propositions de loisirs et le Rio va finir par fermer. À l'époque, c'était un vrai lieu de sociabilité, c'est la fin de ce lieu de rencontre qu'est le cinéma. L'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans les salles reposait beaucoup à l'organisation des séances. Le type de séance le plus répandu, c'est le double programme. C'est-à-dire qu'on passe 2 films, 2 longs métrages. On rentre, on sort, c'est un espace qui est très ouvert. Ce système arrive dans les années 40 et 50 et puis il disparaît à la fin de ces années-là. Et là, on est plutôt sur un cinéma qui tente justement de concurrencer la télévision. La majorité des salles à l'époque étaient des salles mono-écran. C'était un temps encore où le cinéma commercial n'était pas envahi par la publicité. Et en fait, la disparition des actualités filmées, du film d'animation, du court-métrage qui composait un programme pour faire une espèce de film unique, cet espace-là, il a été dévoré par la publicité. Il y avait une baisse de fréquentation, donc il fallait combler un petit peu économiquement la chose. Et par ailleurs, la tendance dans les années 70, ça a été de fermer les salles uniques pour faire des multiplexes. On a d'abord, dans des espaces dans lesquels il n'y avait qu'une seule salle, on a fait des murs. Et donc on a fait des toutes petites salles pour projeter plus de films. Alors ça, c'était assez catastrophique d'un point de vue du confort du spectateur. On a vu avec David tout à l'heure que le Rio aujourd'hui revenait finalement à cette forme de séance avec un accueil humain, une présentation du film qui allait passer. Est-ce qu'il y a un retour au cinéma dont on prend soin aujourd'hui, en 2020 ? Oui, je crois que c'est une nécessité absolue que d'accompagner les films parce que la séance de cinéma doit rester une expérience singulière. Elle est à la fois commune et intime. Le cinéma, c'est ce qui se passe dans votre tête au moment où vous êtes face à l'écran. Il se construit dans ma tête. Et donc, c'est quelque chose de très intime. Voilà. Ça suppose que je sois en parfaite disponibilité pour pouvoir en jouir. Donc, ça suppose une certaine ouverture, une certaine disponibilité, une certaine capacité de concentration, ce que ne favorise pas tous les autres écrans. Donc c'est une autre manière d'avoir un rapport au son et aux images et à une expérience artistique. Côté acteur, en tout cas, la relève est assurée dans le cinéma français. Les meilleurs acteurs, ce sont les enfants de la Bougeotte, qui vous racontent tout de suite l'histoire des nains de la gorge au loup. Savez-vous quel peuple mystérieux a vécu dans les montagnes du pays Zungav ? Des magiciens protégeant un trésor? Des elfes avec des oreilles pointues? Des orques maléfiques assoiffés de sang? Non. Le plus simple, je crois, c'est d'écouter cette histoire. Tu préfères ton père ou ta mère? Les nains de la gorge au loup, une légende alsacienne. L'histoire se déroule par ici, à la gorge au loup. Il y a quelques siècles, un peuple de nains vivait dans cette région. Ils avaient choisi comme chambre des petites grottes. Les familles étaient heureuses. Les habitants des villages alentours vivaient en osmose avec ces nains. Ces derniers protégeaient les hommes qui, en retour, savaient les remercier. Une parfaite harmonie. Bah alors, c'est quoi le problème? Eh bien, un détail intriguait les villageois. Leurs pieds. Les nains portaient toujours de longs vêtements qui cachaient leur corps jusqu'aux orteils. À quoi pouvaient-ils bien ressembler? Trop curieuse, un groupe de jeunes filles se donnèrent pour mission de le découvrir. Un matin, avant le lever du soleil, elles déposèrent du sable fin devant l'entrée des grottes des nains. Ils faisaient de super blagues à l'époque. Quand les nains iront faire leur promenade matinale, il faudra bien que leurs pieds laissent des traces sur le sable. Nous finirons bien par le savoir, pensait-elle. Eh bien, ça n'a pas loupé. La journée commença et nos bons nains sortirent de leur grotte pour aller au bois. Ils étaient bien passés sur le sable, déposé par les jeunes curieuses. Elles sortirent de leur cachette et découvrirent l'empreinte laissée par les pieds des nains. Des traces de sabots de chèvre. Cela les fit rire si fort que les nains les entendirent et comprirent la traîtrise. Tristes et vexés, les nains ne sortirent plus jamais de leur grotte. Et la gorge au loup devint un endroit lugubre et hostile, sans les nains pour la protéger. Et bah bravo les filles. Belle mentalité de se moquer du physique des autres. Parce que bon...
J'ai failli louper le live de la bougeotte. Avec le duo Akibat. Après, il y avait le cha-cha-cha. 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 Thank you.